Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, on va s'intéresser au monde de l'entreprise et plus particulièrement au financement participatif auquel de plus en plus de PME ont recours. Retour d'expérience et conseils avec Muriel Carrat, responsable du service appui au financement de projets de la CCI de la Moselle, François Siat, consultant et ancien directeur de la GEM, et Nicolas Muller, actuellement en pleine campagne de financement participatif pour Côté Canal à Grosse-Biederstroff. Bonjour à tous les trois et merci de participer à cette émission, de venir partager votre expérience. Le financement participatif, c'est aussi le thème du sondage du jour que tu as lancé sur la page Facebook de Mosaïque. Coucou Sandrine. Salut. Donc tu seras tout à l'heure la porte-parole de nos internautes. Oui. Côté info, on sera aussi en immersion dans le service des urgences de l'hôpital Robert Pax. Mais pour le moment, on va en zone commerciale de Grosse-Biederstroff. Les travaux de l'avenue Marchande sont à l'arrêt. Uranie Tozic est sur place pour nous en dire plus. Uranie, bonjour. Dis-nous, que reste-t-il à faire sur ce chantier et quand va-t-il reprendre ? Oui, bonjour Julia. Alors, il est vrai que ça fait déjà un moment que le chantier est en stand-by, mais l'explication est assez simple. D'après le maire de Grosse-Biederstroff, qui est également vice-président de la CASC, les raisons en tout cas de cette pause, c'est les conditions météorologiques, parce que ça a rendu le travail de terrain impossible, surtout au mois de mars où il y a eu quand même beaucoup de pluie. Il y a une seconde raison, toujours d'après lui, qui rentre en compte. Elle serait liée à l'emploi du temps de l'entreprise Colas Est, qui a en plus en parallèle de ce chantier de nombreux autres chantiers. Mais normalement, les travaux devraient reprendre d'ici le 14 mai, après la fermeture de l'entreprise, qui ferait le pont avec les jours fériés. En tout cas, ce qu'il reste à faire sur place, il y a encore quelques petites choses, comme 2-3 accès vers les commerces, l'aménagement des espaces verts. Il y a aussi, par exemple, la mise sous tension du réseau électrique, ou encore l'enrobé définitif sur la contre-allée, donc qui se trouve du rond-point jusqu'au parking du magasin Record. En tout cas, le tout devrait durer encore 6 semaines. Merci Uranie pour tes précisions et merci aussi à Guillaume Dumonteil au cadrage. Et maintenant, 60 secondes pour un tour d'horizon de l'actu du secteur. Dans les coulisses des urgences de l'hôpital Robert Pax. Facile d'accès, souvent encombré avec des heures d'attente. En 2017, 42 000 patients y ont été soignés. Un quart d'entre eux a ensuite été hospitalisé. L'équipe d'intervention à Sarreguemines Beach est composée de 12 équivalents temps plein médecins pour assurer les gardes. S'y ajoutent 12 aides-soignants et 29,5 équivalents temps plein infirmiers. Démolition de la caserne Gentil, les poussières incommodes et certains riverains les supportent mal. Elle recouvre tout ce qui se trouve autour du vaste chantier. Un arrosage était prévu pour les neutraliser, mais rien n'a été fait, s'indigne un habitant. Le CIE de Sarreguemines est en danger en raison d'un projet de loi du gouvernement visant à transférer les compétences d'orientation aux régions. 400 CIO en France sont menacés de fermeture. Les emplois des conseillers d'orientation psychologues devraient également disparaître. Pour la section de Sarreguemines, c'est une nouvelle attaque envers les services de proximité. Stage BAFA pour apprendre à animer et à encadrer des groupes d'enfants. Après 28 jours de formation théorique et pratique, ces stagiaires seront diplômés. Tout au long du stage, ils devront développer des projets en binôme, comme par exemple inventer un jeu et savoir donner clairement des consignes. À terme, ils pourront travailler dans les périscolaires, des centres aérés et des camps de vacances. Un centre aéré printanier, instructif et divertissant. Sortir en forêt pour la découvrir, voilà le programme du jour de ces 36 enfants qui participent au centre aéré du foyer culturel de Sarreguemines. En compagnie de leur animateur Michel Greff, ils découvrent les plantes sauvages comestibles comme l'ail des ours. D'autres activités sont proposées comme le poney ou encore une animation autour du tri avec la casque. Et côté météo, Sandrine, du neuf ? Alors, aujourd'hui, il devrait pleuvoir, mais normalement, d'ici demain, on devrait retrouver un petit peu le soleil. Un peu mieux, mais on regarde les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, on retrouvera un temps sec, mais dans une ambiance un peu plus rafraîchie. Le soleil n'est pas très efficace pour réchauffer l'atmosphère et les températures maximales ne dépasseront plus les 13 à 16 degrés.
Demain, nous sommes le jeudi 26 avril et nous fêtons les Halida. Le soleil nous accompagnera de 6h18 à 20h40. Tout de suite, retrouvez Julia pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Dans quelques jours, il ne restera plus rien de la caserne Gentil. Les bâtiments du site occupés jadis par les gendarmes mobiles sont rasés les uns après les autres. Ces travaux de démolition provoquent de la poussière et certains riverains ont du mal à la supporter. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Entre ces images d'archives et celles que l'on peut filmer aujourd'hui, 2 mois se sont écoulés. Dans ce laps de temps, beaucoup de bâtiments se sont écroulés. La destruction est d'ailleurs quasiment terminée. Je pense d'ici la fin du mois, les 2 derniers bâtiments seront à terre. La société TPDL procède par étapes. Dans un premier temps, les bâtiments sont curés. De nombreux éléments comme les parquets sont enlevés à la main. Puis vient la phase de destruction à l'aide de la pelleteuse. Les éléments sont arrachés du haut vers le bas. La charpente est enlevée en premier. Viennent ensuite les dalles, puis en dernier les murs. On procède à la démolition et au tri des déchets. Tout ce qui est bois est mis à part. Les poutres ferrailles d'un autre côté. Des éléments seront ensuite déplacés, mais pas tous. Les gravats seront concassés sur site et remis en lieu et place dans les caves et compactés au niveau du terrain naturel actuel. Ces travaux de démolition entraînent des nuisances pour les riverains. Oui, c'est possible. Ceux que j'ai vus, je me suis déjà excusé auprès d'eux, que je leur ai expliqué qu'on essayait de faire le minimum de nuisances et de faire au mieux pour eux. Et bon, on est désolé de toute façon pour le désagrément, mais dans les cadres de démolition comme ça, souvent il y a de la poussière qui va à droite et à gauche. Une personne nous a envoyé des photos et des vidéos pour se plaindre des nuages de poussière et de leurs conséquences sur les voitures et les maisons. Cette source, qui veut rester anonyme, indique également que rien n'est fait pour empêcher ces désagréments, ce dont se défend le responsable du chantier. On a une citerne à eau de 12 000 litres accrochée après un tracteur agricole avec une pompe et un surpresseur où on arrose avec un tuyau d'arrosage. Et on démonte doucement pour éviter l'élévation des poussières et les laisser retomber grâce à l'eau. Pelleteuses et riverains vont encore devoir cohabiter pendant quelques jours. À la fin de la semaine prochaine, il ne devrait plus y avoir de bâtiments sur pied. Vous allez maintenant faire la connaissance de 2 femmes éplongées dans leur univers. Emma est médecin, chef du service des urgences. Marie est infirmière SMUR. Immersion à l'hôpital Robert Pax. Je vous propose de découvrir le regard croisé de ces 2 femmes sur le service des urgences de Sarreguemines. Concentrez-vous sur ma voix, pas sur la douleur. Regardez-moi. Je suis tout à fait fière de participer et de prendre partie à cette équipe, qui est une équipe qui est dynamique, motivée, qualifiée et qui donne vraiment son maximum tous les jours. C'est-à-dire que je vois les infirmières en fin de poste qui sont le maquillage a coulé, elles sont fatiguées, elles n'en peuvent plus, elles ont les traits tirés, mais elles ont donné ce qu'elles ont à donner et elles savent pourquoi elles se lèvent le matin. Et parfois, c'est vrai qu'on a des moments difficiles, mais dans ce cas-là, on a la chance d'être une équipe et de pouvoir être solidaires entre nous. L'équipe des urgences de l'hôpital Robert Pax, ce sont 12 équivalents temps plein médecins, avec 6 recrutements en 2018, pour assurer les gardes à Sarreguemines et à Bitche. S'y ajoutent 12 aides-soignants et 29,5 équivalents temps plein infirmiers. Parmi eux, Marie, infirmière SMUR. Je suis aux urgences depuis 2008 et j'ai fait l'école d'infirmière pour pouvoir avoir la chance de travailler aux urgences. Parce que justement, les urgences, ça regroupe plein de spécialités, aussi bien la médecine, la traumato, la psychiatrie, la gériatrie, des fois la pédiatrie. Et ça permet de voir plein de choses, on ne sait jamais sur quoi on va tomber et comment va se dérouler la journée. Les cas sont évidemment très variés. En 2017, 42 000 patients ont été soignés aux urgences de Sarreguemines. Un quart d'entre eux a ensuite été hospitalisé. Une nette évolution. Quand moi j'ai commencé, c'était dans l'ancien hôpital. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'après on a déménagé. Mais c'était vraiment l'urgence comme on la voit à la télé, c'est-à-dire les personnes alcoolisées, des fois un peu violentes, le match de foot, mais il n'y avait pas autant de grosses pathologies que maintenant. Et pas du tout autant d'activités. Donc l'activité a vraiment augmenté de façon considérable, je dirais depuis 3-4 ans, j'ai l'impression. Et vraiment des grosses pathologies. On a beaucoup plus d'infarctus, on a des OAP, enfin vraiment des grosses choses. Vous avez déjà eu des problèmes cardiaques? Oui.
D'accord. La dernière coronarographie, c'était quand? Il y a effectivement les pathologies sérieuses, graves, les pathologies à risque décompensé. Là, c'est le quotidien des urgences, trié au préalable en général par le 15. Et puis, il y a le recours aux soins qui est en rapport soit avec la paupérisation de la population, qu'on a vu croître ces dernières années, avec un recours aux urgences parce qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à avancer la consultation d'un médecin traitant. Ça, c'est quelque chose d'assez flagrant sur les dernières années. Contrairement aux médecins généralistes, qui ne font plus de garde les soirs et les week-ends, aller aux urgences, c'est gratuit et c'est 24 heures sur 24. Une facilité d'accès qui engendre parfois des abus et quelques heures d'attente. On va toujours avoir une histoire de chasse, la personne qui vient à 6 h du matin un dimanche parce qu'il s'est cogné au foot la semaine d'avant. Donc ça, c'est une histoire véridique. Pour quelque chose de pas grave du tout. Donc ça, c'est vrai, ça arrive. C'est vrai que ça peut provoquer un peu d'agacement parce que ça use les équipes à force. Mais la plupart du temps, on est quand même content d'être un relais parce que c'est le rôle de l'hôpital public, d'être le relais de permanence des soins. Mais par contre, on ne garantit pas les temps d'attente quand ce n'est pas des pathologies qui sont graves. En fait, on sent assez vite le vent venir quand on prend le poste et qu'on voit toutes les voitures qui attendent. Et là, on se dit que ça va être horrible. Et bah, finalement, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et des fois ça va moins bien. On fait au maximum. Et c'est vrai qu'on préfère que les gens viennent consulter chez nous quand le médecin traitant est fermé ou quand ils n'ont pas trouvé de médecin de garde, plutôt qu'ils attendent encore 24, 48 heures, 72 heures et qu'il y ait une pathologie qui soit nettement aggravée avec une prise en charge là pour le coup qui devienne en urgence parce que quelque chose qui paraît pas grave comme une bronchite, ça peut éventuellement se transformer en pneumonie et si c'est pas pris à temps, on peut avoir des complications graves qui apparaissent dans les suites. Pour résumer en quelques mots les urgences, c'est évidemment la chef de service qui est la mieux placée. Je dirais surprise, parce que c'est vrai qu'on a rarement de la monotonie dans notre travail. Et puis probablement humanité, chaleur, parce que c'est ce qui résume, je pense, le plus le travail des soignants auprès des patients. Est-ce que je te fais mal par ici? Non. D'accord. Et là, ça fait mal? Attends, je peux faire une petite boule avec ta main? Un coup de poing? Ça fait mal? D'accord. Est-ce que je te fais mal sur le doigt là? Non. Et celui-là? Non. Et celui-là? Non. Et celui-là? Non. Il s'appelle comment lui? Doudou. Ah bah oui, c'est un bon nom pour un doudou. On fait une photo de ton doigt? D'accord. Ok. Eh bien oui, Doudou, c'est Doudou. Je vous l'ai dit en début d'émission, on consacre une large partie de notre émission aujourd'hui au financement participatif. C'est le thème de notre dossier aujourd'hui, mais c'est aussi le thème du sondage qui était proposé aux internautes sur la page Facebook de Mosaïque. Alors Sandrine, quels sont les résultats? Alors, je leur ai demandé sur notre page Facebook s'ils avaient déjà contribué à un projet de financement participatif, et sur les 105 votants, il y a seulement 17% d'entre eux qui ont répondu que oui. Et on peut trouver quelques exemples dans les commentaires. Vala nous dit avoir déjà participé au financement de la dernière saison de HeroCorps, la série de Simon Astier, et elle a eu en contrepartie un t-shirt de la série et son nom au générique. Et Julien, lui, nous écrit: j'ai participé à la cagnotte Ulule pour la sortie de l'album de Sofiane Poudwell, et ce projet a abouti. J'ai reçu en contrepartie l'album Vals à découvrir sur les plateformes de téléchargement légales. Et enfin, Nicolas nous écrit: ayant moi-même créé une cagnotte Litchi pour ma fille, je me permets donc d'en partager le lien ici. Qui sait, peut-être que parmi les 74% de gens restants qui n'ont jamais contribué, certains sauteront le pas, et tout ça pour une bonne cause, bien sûr. Eh bien, merci Sandrine d'être la porte-parole de nos internautes. De rien. Le financement participatif, mais cette fois pour les entreprises, on en parle dans un instant avec nos invités. C'est le dossier de la semaine. À tout de suite. Aqualsace célèbre ses 10 ans. Les 26, 27 et 28 avril, ne manquez pas nos portes ouvertes spécial anniversaire. Aqualsace réalise vos projets sur mesure. Piscine en coque ou en béton, spa, sauna, espace détente. Nos spécialistes sauront créer l'ambiance dont vous rêvez et proposer les meilleurs produits du marché. Aqualsace, c'est 500 mètres carrés de produits innovants et d'entretien à découvrir absolument. Profitez du moindre millimètre pour aménager vos rangements. Pratique, esthétique, ergonomique et en totale harmonie avec les autres pièces de la maison. Refusez désormais les compromis. Avec Schmitt, composez votre intérieur comme vous le souhaitez, au millimètre près. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Découverte, sport, passion, économie, animation, art de vivre.
On Tour, un magazine au cœur de l'action. Bonjour à tous et bienvenue à Sarreguemines au stade Pierre de Coubertin pour un nouveau numéro On Tour. Le sport, une passion universelle. On en fait à l'école, dans des clubs, en loisirs, en compétition. Le sport, c'est aussi parfois un défi. Sandrine va devoir en relever 4. Philippe Gonigam vous parlera de Moselle Sport Academy et Hervé Dumas vous racontera ses trails à l'autre bout du monde. Ils sont plusieurs invités à s'être donné rendez-vous sur le plateau éphémère de Mosaïque pour parler de sport. Et puis vous découvrirez plusieurs disciplines et différents aspects du sport à travers des reportages. C'est parti pour un nouveau numéro On Tour, le sport, une passion universelle. Le sport, une passion universelle, vendredi 27 avril à partir de midi sur Mosaïque. Et en replay sur www.mosaïque.tv. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombart, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Samedi, le SFC accueille Sarre-Union, un derby à ne pas manquer quelle que soit la météo. Rendez-vous au stade de la Blise à 18 h et en direct sur Mosaïque. Le financement participatif, à l'origine, c'était surtout dans l'univers de la musique, mais les choses évoluent très vite. En 2017, 22% des projets qui ont bénéficié en France de financement participatif étaient des projets économiques. Au total, l'an dernier, 336 millions d'euros ont été collectés en France via des plateformes de financement participatif et ça représente un bond de 44% par rapport à 2016. Alors le financement participatif, vous y croyez tous les trois et vous êtes là pour en parler. Ma première question, elle est pour vous, François Siat. Vous y croyez depuis très longtemps, je dirais, parce que avant la disparition de la GEM, dont vous étiez le directeur, donc l'agence pour l'expansion de la Moselle-Est, vous aviez lancé un projet de plateforme de financement participatif à l'échelle de la Moselle-Est. Tout à fait. Alors, les chiffres que vous venez de donner sont éloquents, 330 millions. On est loin des États-Unis ou l'Allemagne, par exemple, qui sont bien plus amenés à recourir au financement participatif. Pour autant, la France, qui a 45% d'augmentation d'une année sur l'autre, c'est quand même intéressant. Alors, pourquoi avoir imaginé construit une plateforme de financement participatif en Moselle-Est? Tout simplement, la Moselle-Est est un territoire pas toujours suffisamment connu, pas toujours suffisamment attractif, notamment pour les PME. Et donc, c'était peut-être le moyen supplémentaire de les attirer en disant, écoutez, s'il y a implantation, il y a moyen de vous accompagner dans vos financements ou de boucler un plan de financement. Parce que le financement participatif, c'est pas la globalité du coût de l'entreprise, de l'installation. Ça vient en bouclage de plan de financement, très souvent. Nous avons les autres partenaires traditionnels aussi qu'on oublie, il ne faut pas oublier. Tout ne se fait pas par le crowdfunding, puisque le terme dédié c'est le crowdfunding, et pour ma part, pour ce qu'on avait initié, c'était plus du crowd equity, c'est-à-dire qu'on était sur du fonds propre et non pas sur du prêt, à savoir qu'on avait imaginé une plateforme qui sollicitait, accompagnait des projets, et donc on sollicitait des fonds propres donc, à devenir actionnaires de la future structure ou de la structure en développement. Donc ça se diffère un peu de ce qu'on peut connaître dans le showbiz et dans la culture et dans le social, où on fait un don plutôt qu'un prêt. Oui, ou alors on achète un album à l'avance. En avance, et on est en contrepartie, on obtient un t-shirt ou un CD lorsque l'opération de levée de fonds s'est bien déroulée. Voilà. À l'époque, quand vous avez lancé l'idée, les premières réactions, les premiers échos, les gens y croyaient ou ils découvraient complètement ?
Non, les gens connaissaient puisque je m'étais intéressé particulièrement à ceux qui sont un peu les partenaires dans le financement d'entreprises, les banques, les institutions bancaires avaient été sollicitées pour dire ben voilà, vous avez besoin de garanties auprès de vos clients, de vos futurs clients. Le crowdfunding peut être une solution, c'est-à-dire qu'on vous apporte des garanties financières en capitaux propres au démarrage ou en développement, qui apporte une garantie au niveau bancaire. Donc ils étaient plutôt partants pour être dans la structure. Nous avions 3 banques de la place qui avaient joué le jeu, qui étaient prêts à rentrer au capital de la SAS qui devait porter la plateforme, puisque la plateforme est une structure en elle-même qui, elle, ensuite reçoit les dossiers, qui les étudie et qui les met ensuite en ligne sur la toile, en clair, pour essayer d'attirer des investisseurs sur les projets qui portent de l'intérêt. Donc en tout cas, l'idée était là et très concrète. Elle était avancée, oui, très clairement. Oui. Nicolas Muller, j'ai envie de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous a décidé au niveau de Côté Canal, toute l'équipe, puisque vous êtes 4, qu'est-ce qui vous a décidé à recourir à du financement participatif ? Alors ça peut paraître assez surprenant, mais c'est une banque qui nous a conseillé en fait de compléter le financement par la banque par une campagne de financement participatif. Finalement, on n'a pas travaillé avec cette banque, mais on a gardé l'idée du financement participatif, ça nous plaisait bien. On n'y avait pas pensé tout de suite, surtout pas sous ce format-là, parce que ce n'est pas sous forme de dons, c'est sous forme de royalties, c'est-à-dire que la personne qui investit touchera un pourcentage de notre chiffre d'affaires. Et c'est vrai qu'on avait peut-être pensé à une campagne de dons au départ, mais on ne connaissait même pas ce format-là parce qu'il est assez méconnu du grand public pour l'instant. Mais voilà, au départ, c'était une banque et on a gardé l'idée par la suite. D'accord. Muriel Cara, à la CCI de la Moselle, est-ce que vous conseillez systématiquement à tous les porteurs de projets de recourir à du financement participatif ? Alors, on a un rôle, on a une mission d'information au niveau de la CCI auprès des entreprises et bien évidemment qu'on évoque le sujet avec elles. Parce que le financement participatif, il a quand même plusieurs vertus. Il peut aider à se lancer, il peut aider à tester son marché avec une communication qui est assez importante. Il peut aider à se développer et puis il peut aider, comme disait précédemment mon collègue, à boucler un plan de financement qui aurait besoin d'un financement complémentaire au financement bancaire. Parce que le financement bancaire reste quand même aujourd'hui la plus grosse partie du financement de projets. Mais le financement alternatif gagne un peu du terrain chaque année. Est-ce que ces conseils sont valables aussi bien pour quelqu'un qui crée un projet que pour quelqu'un qui en développe un qui est déjà existant? Alors oui, moi je pense que oui, le financement, il faut le réfléchir à chaque projet. Chaque projet a besoin d'équilibrer un petit peu ses ressources. On peut tout à fait le conseiller dans le cadre d'un développement. Si ce développement porte sur un nouveau produit et que ce nouveau produit veut tester son marché. Donc du coup, on se sert du financement participatif pour, à un moment donné, organiser un plan de communication qui va être... alors c'est beaucoup d'investissement pour le chef d'entreprise parce qu'il faut qu'il travaille aussi les réseaux sociaux en amont de la campagne, vous l'avez fait également, pendant la campagne, et il faut... Les contributeurs c'est viscéral, ils viennent soutenir un produit parce qu'ils y croient, donc il ne faut pas les abandonner une fois que la campagne est terminée, il faut continuer à les informer sur l'avenir du projet. Et comme ça, on fédère une communauté qui devient une communauté de clients et peut-être d'amis, parce que des fois, il y a des belles rencontres aussi dans ce type de financement. Mais ça, du coup, c'est bien après, parce que la première étape, bien sûr, c'est de se décider à recourir à du financement participatif. Du coup, ensuite, la première chose à faire, c'est de choisir une plateforme, parce qu'en fait, il y en a plein des plateformes. Il se trouve que vous vouliez en créer une de plus, si je puis dire, mais à une échelle spécifique. Du coup, au milieu de toutes ces plateformes, avec en plus certaines qui fonctionnent avec la règle de ce qu'ils appellent le tout ou rien, et d'autres qui fonctionnent par palier, est-ce que vous avez des préférences? Est-ce que vous conseillez une plateforme en particulier?
J'aurais tendance à dire que, comme le disait Muriel Cara, chaque projet est à analyser, à regarder quelle est la plateforme la plus adaptée. La variété existant, et il y a quelques années encore, on n'employait qu'un terme de générique crowdfunding, point. Aujourd'hui, on a des plateformes qui sont spécialisées dans l'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire que c'est des structures qui ont besoin d'un immobilier et qui vont recourir à cela pour payer en partie le coût de la construction d'un immeuble. Même des établissements publics ou parapublics. La Poste, par exemple, a réalisé de grosses opérations par du crowdfunding, bizarrement, et ça a plutôt bien marché. Et la levée de fonds se faisait de manière très rapide. J'ai vu ça il y a 3 ans au MIPIM en direct, je l'ai vécu en direct, un immeuble, la région cannoise, donc de la Poste, en direct, on a vu l'opération de levée de fonds. Donc ils avaient bien profilé le passage. C'était au moment de la finalisation. On arrivait au dernier milliers d'euros, centaines de milliers d'euros. Enfin, ils avaient quand même levé 780 000 euros en l'espace de 48 heures, me semble-t-il, de mémoire. Donc, c'était vraiment des grosses opérations. Alors, la communication est importante. Ça fait partie des opérations records. Voilà, tout à fait. Alors, on est également bridé par la loi. La loi n'autorise qu'un montant limité d'intervention. Les programmes se limitent à 1 million d'euros. Au-delà, on ne peut pas recourir au crowdfunding. La loi Macron avait prévu effectivement de plafonner les interventions, et peut-être à dessein et de manière intéressante aussi et protectrice de tout le monde, de limiter à 1 million. Au même titre que les souscripteurs sont limités, dans certains cas de figure, à 1 000 euros par projet. Donc aussi, on a une limitation. On ne peut pas faire n'importe comment. C'est pour prévenir le souscripteur, bien sûr, mais également le projet. Le projet est intéressant à condition de garder la main, parce que dès lors que vous êtes sous la forme equity, donc au capital, si vous passez la barre des 25-26%, vous commencez déjà à avoir une majorité de blocage qui peut vous freiner dans votre stratégie. Et notamment pour les startups, c'est important d'avoir une liberté suffisante et entière pour pouvoir décider de sa stratégie, et non pas des actionnaires qui sont rentrés comme ça dans un intérêt d'opportunité, on va dire, parce que la sortie de ces actionnaires se fait à un moment donné. Or, l'action aura pris de la valeur, et donc l'entreprise qui veut retrouver sa liberté entière devra racheter ses actions, donc à un coût qui risque d'être un peu supérieur à ce qu'on avait imaginé au départ. Donc on est reparti dans le cercle vicieux de retrouver du financement pour payer les actions. De tout donc il faut quand même très attention. Je crois qu'il y a de tout, effectivement, une multitude de structures, de plateformes. Pour autant, c'est pas gagné non plus, parce qu'on s'inscrit sur une plateforme. Le volet communication, alors j'en cite une sans faire de publicité. Dans un instant, mais avant que vous continuiez, je voudrais avoir aussi l'avis de Muriel Cara. Vous conseillez lesquelles? Est-ce qu'il y en a certaines qui sont à éviter, avec lesquelles il y a déjà eu des mauvaises expériences Alors, on a... les plateformes, elles sont thématiques. Alors, elles sont, dans un premier temps, vous avez un panorama des plateformes de financement participatif qui est édité chaque année par l'association Financement Participatif France, dont la coordinatrice est Florence de Maupeou. On l'a fait, nous, intervenir dans une conférence qu'on a fait à l'attention des entreprises de Moselle au mois de mars. Et cette association elle a pour vocation et objectif de réguler un petit peu la présence des plateformes en tout cas sur la France, c'est national, et à un moment donné de contrôler un petit peu tout cela, parce qu'il faut que ces plateformes elles soient sécurisées, autant pour le porteur de projet que pour le contributeur. Donc il y a un code de déontologie qui a été fixé par cette association-là, et celles qui adhèrent à cette association-là respectent ce code, et à un moment donné ça va sécuriser tout le monde. En plus elles font du lobbying auprès des pouvoirs publics pour faire avancer la réglementation autour de ces plateformes. Donc ça va plutôt dans le bon sens, et c'est plutôt sécurisant pour tout le monde.
Alors du coup, dans le choix, vaste choix qui s'offrait à vous au niveau de Côté Canal, Nicolas Muller, vous avez choisi quelle plateforme et comment ça se passe? Alors on a choisi la plateforme qui s'appelle Freelandies. C'est une plateforme qui prend que des projets du Grand Est en fait. Et donc c'est la plateforme que nous avait conseillé la banque à l'époque. Et finalement on l'a gardée parce que c'est une des rares plateformes aussi qui propose le format qu'on a choisi, qui est le format des royalties. Il n'y en a que 2 en France, il me semble. Donc on a choisi celle-ci aussi parce que c'était plus local et que ça correspondait bien à notre projet. Mais forcément, il y a énormément de plateformes, mais elles essayent quand même de se démarquer. Là, c'est par ce format-là, aussi par le format local. Et après, les autres plateformes aussi sont spécialisées, comme vous le disiez, dans l'immobilier, par exemple. Donc elles essayent quand même de se démarquer les unes des autres pour ne pas prendre tout le marché, forcément. Et là, ça démarre à peine, en fait, cette campagne. En fait, voilà, on a attendu d'être à l'antenne pour l'annoncer officiellement. Donc, elle a été mise en ligne lundi. Et voilà, elle est lancée officiellement aujourd'hui. C'est la première fois qu'on le communique ouvertement. Et donc, tout le monde peut donner un coup de pouce pour Côté Canal à Grosse-Biederstroff. Vous espérez récolter combien? L'objectif, c'est 20 000 €. Donc, voilà, il y a un objectif minimum à atteindre de 15 000 € qui fera qu'on récolte la somme. Parce que si vous n'obtenez pas 15 000, vous n'avez rien du tout. C'est exactement ça, ouais. On est relativement confiant pour atteindre les 20 000, mais il fallait quand même ce seuil minimum pour récolter les sommes investies, quoi. Et vous faites comment pour vous démarquer sur cette plateforme? Parce que, alors, en plus, Grand Est, ça veut dire qu'on peut déjà pas trop jouer sur l'aspect local. Ouais. On fait comment? Parce que y a de la concurrence, il n'y a pas forcément énormément de contributeurs, enfin, je ne sais pas. On essaye déjà avec les visuels sur la campagne tout simplement qui est mise en ligne. On essaye de faire des beaux visuels. Il y a aussi les vidéos qui fonctionnent très bien. Forcément qu'il y a une vidéo, il y a une statistique qui dit que les campagnes avec des vidéos se démarquent des autres et fonctionnent mieux. Il y a plein de petites choses. Après sur la communication, il y a plein de choses à faire, quoi. Après sur notre plateforme, il n'y a pas énormément de projets, ce qui fait qu'on se démarque rien qu'avec le concept de notre projet. Quel est l'intérêt pour les contributeurs? Parce que dans votre cas spécifiquement, vous parlez de royalties, on a parlé d'actions, on a parlé de dons, il y a du prêt. Quels sont les types qui existent? Alors il y a 3 grandes familles qui existent. Le don est souvent utilisé pour les plus petits projets. Alors dans le don, vous avez les 3 cercles, les amis, enfin la famille, la famille, les amis des amis. Et puis après, quand vous arrivez à atteindre le 3e cercle, qui est les inconnus, c'est que votre campagne a fonctionné et c'est plutôt bon signe. Ça va dépendre un petit peu de ce que nous on a accompagné deux entreprises sur ces sujets-là. Le bar Level Up à Metz, qui est un bar e-sport qui est parti sur le don et qui a fait un don à contrepartie et qui a invité à son inauguration l'ensemble de la communauté qu'il avait créée pendant sa campagne. C'était une mise de 5 000 € qu'il a obtenue à 110%, en 20 jours, il a obtenu un peu plus de 5 000 €. Après, on a d'autres entreprises, notamment une entreprise agricole qu'on a fait témoigner à notre conférence, qui est Jean-Louis Peltre et qui fait de l'élevage de cochons bio. Et qui, lui, avait un projet de reprise d'entreprise et de mise en place d'un magasin, donc favoriser le circuit court, qui est très attendu par les consommateurs actuellement, et qui lui, a une campagne qui a marché de façon assez exceptionnelle, puisqu'il demandait 55 000 € et qu'il les a obtenus en moins de 10 jours, alors sur du prêt. Alors c'est du prêt sans caution non garantie, c'est du prêt à 2%. Donc voilà, il y a un vrai intérêt pour le porteur de projet d'aller vers. Et puis bon, il y a eu cette campagne. Il y a des intérêts variés aussi, du coup, pour les contributeurs. Exactement, oui. Donc alors il a une partie des contributeurs étaient des inconnus. Donc voilà, il a déjà des futurs clients qui sont là et qu'il continue à
à renseigner sur la poursuite de son projet. En fait, il n'y a pas de bonne formule, il y a un bon projet et puis il y a tout un réseau autour des entreprises pour les aider à choisir la meilleure option. Oui, selon le type de projet. Alors, on a parlé aussi au niveau financement, vous le disiez, ça remplace pas, en tout cas pour le moment, c'est pas du tout à l'ordre du jour que ça remplace les banques. Ça vient en plus. Ça a parfois aussi un effet de levier. Ça peut permettre de convaincre aussi des banques, le fait d'avoir un apport en plus. Mais en dehors de l'aspect purement financier, est-ce que ça a un intérêt de faire comme ça du financement participatif ? Pour le contributeur, par exemple, nous, les investisseurs, on les appelle des ambassadeurs parce que c'est exactement ce qu'ils sont, quoi. Quand ils investissent dans notre projet, au final, c'est qu'ils y croient complètement. Et c'est quand même un geste fort d'investir de l'argent dans un projet. Et forcément, après, ils le défendent presque autant que nous quatre, quoi. Donc, on les appelle vraiment nos ambassadeurs parce que voilà, ils croient au projet, qu'ils y croient autant que nous, quoi. En termes de com, c'est un coup génial. Alors, j'insisterai un peu sur cet aspect-là, c'est vrai, qu'il y a des plateformes qui, avant de vous accueillir, avant de lancer la campagne, font tester votre projet grandeur nature. C'est-à-dire qu'il est diffusé pendant un mois, et c'est les internautes qui notent la qualité du projet avant de souscrire, et c'est par rapport à un scoring établi au départ, quand vous aurez atteint ce scoring, c'est seulement à ce moment-là qu'on va passer à la levée de fonds. C'est-à-dire qu'on va tester, alors effectivement par des petits films, par une présentation par le porteur de projet, sur la crédibilité, sur la valeur du projet et sur l'intérêt qu'on y porte. Et c'est un scoring souvent très élevé, qui fait que tout le monde n'est pas gagnant. Hein. Si vous n'avez pas atteint le seuil minimum nécessaire, eh bien tant pis, on arrête là la campagne. Par contre, si vous êtes au-delà, le rôle d'ambassadeur est joué d'office, parce que les gens y croient, donc dans un premier temps, ils votent, et dans un deuxième temps seulement, ils souscrivent au montant pour arriver à la levée de fonds initialement prévue. Mais c'est quand même pas complètement l'Eldorado, puisque ça arrive que des levées de fonds n'atteignent pas le palier. Et même avant, c'est-à-dire que l'audition qui se fait avant d'inscrire le projet sur la plateforme, il y a quand même des garanties qui sont prises, parce que vous jouez avec de l'argent public. La loi Macron est venue pour réglementer un peu tout ça, et l'association des plateformes, en fait, met en place une déontologie quand même assez drastique, parce qu'on pourrait faire de tout et de n'importe quoi. Demain, la plateforme disparaît. Comment le lien se fera entre l'anonymat du porteur actionnaire avec le porteur de projet, pas forcément, quoi. C'est pas si évident que ça. Donc toute cette réglementation et ce processus est bien maîtrisé maintenant, je pense. Beaucoup de plateformes, elles ont à y gagner, mais ça n'est pas simple. Ouais. Muriel Cara, pour vous, il n'y a que des avantages ? Il n'y a que des avantages, parce qu'à un moment donné, on peut encore une fois se lancer, tester son marché. Voilà, en termes de communication, pour un créateur, par exemple, c'est important de savoir si son produit va fonctionner. Après, je reviens sur ce qui vient d'être dit. Un bon projet, pour trouver preneur, il faut un bon projet. Et ce bon projet, les plateformes de financement participatif, elles ont la même exigence qu'auraient les banques. Et souvent, le projet est bon, mais il est mal présenté. Il est mal présenté ou il n'est pas assez argumenté. Donc il faut vraiment que le porteur de projet ou le chef d'entreprise se fasse conseiller sur la manière de présenter son projet, parce que ça fait des fois toute la différence. Il faut être le commercial le chef d'entreprise, il est le commercial de son projet, c'est lui qui le vend, c'est lui qui donne envie, et alors dans un rapport classique avec un financement classique bancaire, voilà, on a en face une personne. Par contre, dans le financement participatif, l'objet c'est vraiment de séduire une foule de monde. Et c'est parfois plus compliqué parce qu'on s'adresse à des gens complètement différents.
C'est la notion de la foule, et du coup il faut trouver vraiment une accroche. Il faut il faut trouver l'accroche, et il faut que les donateurs comprennent aussi qu'est-ce qu'il y a derrière le projet et à quoi va servir le financement. Mais quelque part, j'ai envie de dire, quand on y arrive, c'est au moins triple jackpot, parce qu'en même temps on a du financement, en même temps on a des ambassadeurs qui communiquent, et en même temps on a potentiellement des futurs clients, pour peu que géographiquement ils ne soient pas trop loin. Voilà, et vous avez un effet levier après auprès des financements classiques qui peuvent véritablement booster le financement du projet. Ça vraiment, en tout cas, il faut s'y intéresser. Ça, c'est le premier des conseils à donner. Il faut vraiment s'y intéresser et se faire aider, accompagner. Les plateformes ont des coachs qui vont à un moment donné vous aider à monter votre campagne. Donc il faut vraiment profiter des bons conseils et des conseils extérieurs qu'on peut recevoir. Donc il faut s'y intéresser et il faut se lancer. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus témoigner aujourd'hui sur Mosaïque, et bonne continuation, en particulier à Grosby, côté Canal. Si vous voulez des informations complémentaires sur le financement participatif, on a évoqué la vidéoconférence qui a été organisée par la CCI de la Moselle. Donc c'est une vidéoconférence d'1h30 que vous pouvez revoir sur YouTube CCI 57 TV. Et demain, dès midi, vous avez rendez-vous sur Mosaïque avec Margot. Très bonne journée à tous. À bientôt.